Morelos, le Struma, le Theodor Herzl, l'Exodus 47, le Hanna Senesh, l'Altalena. le Hama Apil. Autant de bateaux, Autant d'histoires singulières, autant d'aventures. une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. La Brecha, histoire de l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, Avec le soutien de la Fondation Doron. Nous avons consacré les 2 émissions précédentes à la mise en place des structures d'immigration en Europe, et notamment en France. Les témoins que nous avons retrouvés vous ont raconté comment les immigrants parvenaient jusqu'au port de la Méditerranée, comment les bateaux pouvaient partir. Mais l'Alia clandestine avait également déployé ses activités en Afrique du Nord. En effet, dès la fin de la guerre, des émissaires des divers mouvements sionistes avaient été envoyés à Tunis, Alger et Casablanca pour préparer les populations juives à l'Alia. C'est ainsi qu'au cours de l'été 1947, 1200 juifs d'Afrique du Nord tenteront, à bord de 3 bateaux, d'immigrer clandestinement. Aucun de ces bateaux ne pourra atteindre les rivages d'Eretz Israël. Depuis août 1946, le gouvernement britannique a décidé de ne plus interner les immigrés interceptés dans le camp d'Atlit, au sud de Haïfa, mais de les parquer dans des camps à Chypre. Les 1200 juifs d'Afrique du Nord, candidats à l'immigration, iront rejoindre des juifs venus de toute l'Europe dans ces camps. Au total, quelques 52 000 juifs auront été internés à Chypre entre août 1946 et mai 1947. Les dirigeants du Yishuv, la communauté juive de Palestine, enverront des émissaires dans les camps pour s'occuper des internés, pour soutenir leur morale et pour les préparer à la vie en Eretz Israël. Yitzhak Abrahami, vous êtes membre du kibbutz Regavim dans la région de Binyamina et vous poursuivez des recherches sur les juifs des pays orientaux au séminaire du mouvement kibbutzik à Ramat Eiffal. Vous avez été un de ces émissaires à Chypre. Quand êtes-vous personnellement arrivé en Israël ? 29 juin 1944. Donc à un moment où Israël était encore appelé la Palestine. Ou Eretz Israël. Lors de votre arrivée, avez-vous tout de suite rejoint un mouvement kibboutzik ? Le lendemain de mon arrivée, nous sommes allés, les 3 premiers, nous sommes arrivés à Bet Toren, où nous avons été reçus par Ephraim Friedman, aujourd'hui Ben Chaim, qui était le shaliach à Tunis, le premier shaliach à Tunis après la libération, le 7 mai 1943. Vous avez été envoyé par votre kibbutz dans les camps de réfugiés de Chypre. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée cette prise de fonction ? À l'arrivée des Mapilim, nous l'avons su par les journaux. C'était le premier bateau, Yehuda Levi. Pour nous, c'était une fête, le fait que nos camarades sont arrivés comme Mapilim. Nous ne savions pas encore ce que c'était Chypre, effectivement. Nous savions déjà l'existence des camps de Chypre. Et alors, sur le champ, on a décidé d'envoyer un Chaver. Le Chaver, c'était Yitzhak Abrahami, qui connaissait les camarades, et qui était, disons, à l'époque, le plus disponible pour aller à Chypre. Alors, j'ai fait le préparatif avec l'aide de l'agent juif, et j'étais attitré comme professeur d'hébreu. On m'a envoyé à Chypre en tant que professeur d'hébreu pour avoir une sorte de un couvert, une façon de camoufler mes activités que je ferais là-bas. Si j'en arrive à ce point-là, je vous raconterai quelles étaient les autres activités que je faisais. Parce que votre arrivée à Chypre s'est faite avec l'autorisation des Britanniques. Oui, j'avais un visa d'entrée britannique et j'avais également ce qu'on appelle un pass, c'est-à-dire une carte d'entrée libre dans les différents camps, dans tous les camps d'immigrants de Chypre, dans tous les camps des Mapilim de Chypre. Il y avait un camp au bord de la mer, près de Famagusta, et il y avait un camp qui s'appelle le camp d'été, au bord de la mer, et puis il y avait un camp qui était à l'intérieur de Chypre, et qui s'appelait le camp d'hiver. Moi, j'ai travaillé essentiellement, j'ai séjourné au camp d'été parce que là-bas ont été envoyés les Mapilim tant de Yehuda Halevi que de Shivat Zion. Vous étiez officiellement professeur d'hébreu, mais quelles étaient vos autres missions ? Du point de vue de mes connaissances, je pouvais être professeur d'hébreu, mais c'était une sorte de camouflage. Je n'étais pas seulement, je ne suis pas allé pour enseigner l'hébreu. Je suis allé là-bas pour essayer de soutenir moralement
Les camarades de Mapilim là-bas, ils étaient peut-être combien qu'il devait y avoir dans une quarantaine. Parce qu'ils étaient affiliés au kibbutz Regavim. Nous étions Regavim, et alors les groupes qui étaient à Chypre en tant que Mapilim, n'est-ce pas, nous avons Regavim 2, Regavim 3, Regavim 4, en hébreu Regavim Aleph, c'était nous, les gens qui étaient à Kfar Saba. Il y avait Regavim Bet, Regavim Gimel. Et alors c'est pour ça que je suis allé là où il y avait les Mapilim qui étaient affiliés à notre mouvement, qui étaient membres du mouvement Dror, naturellement. Lorsque vous êtes arrivé à Chypre, pouvez-vous nous décrire quelle a été votre impression? Que s'y passait-il? Quels étaient les gens? Quelle langue on parlait? Regardez, la rencontre de à peu près 800 personnes de tout âge, de tous âges, avec la réalité d'un camp. Ils étaient libres de circuler, de régler leur vie comme ils le voulaient dans l'intérieur du camp, mais ils ne pouvaient pas sortir. Le contact avec la vie de camp et le contact avec des centaines et des milliers de gens venus d'Europe, ça a été pour ces jeunes-là venus d'Afrique du Nord, qui parlaient soit l'arabe, soit le français, c'était pour un choc. Ils devaient s'adapter à la vie de camp, ils devaient s'adapter à la vie entre eux, et ils devaient également s'adapter avec tous ces immigrants qui venaient quand même d'Europe avec une toute autre mentalité, qui avaient une langue qui parlait essentiellement le yiddish, ou la langue du pays d'où ils venaient, si c'était des Bulgares, si c'était des Roumains, etc. Alors ils étaient complètement isolés, ils se sentaient complètement perdus dans ce camp-là. La plupart des autres prisonniers étaient des gens qui étaient rescapés de la Shoah. Je n'aime pas le mot de prisonnier. Je pourrais dire ce sont des Mapilim, je crois que c'est le terme exact. Ils sont prisonniers du fait qu'ils n'étaient pas libres de sortir. Les autres prisonniers, c'était ce qu'on appelle les déplacés. C'était des gens d'Europe qui avaient passé la Shoah. Ou bien des gens comme par exemple les Bulgares qui ont été défendus, qui ont été protégés par les Bulgares, qui sont arrivés parce qu'ils avaient une conviction sioniste, soit qu'ils étaient dans des mouvements de jeunesse. Il y avait des mouvements de jeunesse de toutes les tendances de mouvements sionistes qui étaient arrivés à Chypre également avec d'autres bateaux des migrants. Avec ces mouvements de jeunesse, ceux qui avaient été encadrés dans un mouvement de jeunesse, les Nord-Africains sont arrivés à s'entendre. Par exemple, il y avait juste en face du camp, le camp numéro 55, le camp d'été, où il y avait le premier noyé de Yehuda Levi, du bateau Yehuda Levi, il y avait juste en face un groupe de juifs polonais qui appartenaient au Borochov, au Dror Borochov. C'était ce qu'on appelle les poilets de Sion, c'est-à-dire des sionistes de gauche. C'était une idylle entre eux. Et ils ont gardé des amitiés jusqu'à ce jour. Yitzhak Avrahami, vous venez de nous décrire les liens qui se sont tissés entre les internés à Chypre, originaires de divers pays. Mais dans quelle langue communiquaient-ils entre eux? En hébreu. Il n'y avait pas d'autre possibilité de communication qu'en hébreu. Ça veut dire que dès leur arrivée, ils avaient des notions d'hébreu. Alors certains d'entre eux avaient absolument des notions d'hébreu de part et d'autre. C'était tant chez les Nord-Africains que chez les autres Mapilim venus d'Europe. Il y en avait beaucoup qui connaissaient suffisamment d'hébreu, de rudiments d'hébreu, pour pouvoir converser, pour pouvoir s'entendre. Une des activités, par exemple, de cette coopération, de cette fraternité, je dirais même, de deux mouvements de même tendance idéologique, n'est-ce pas? Le Dror, venu d'Afrique du Nord, et les poilets de Sion, venus de Pologne, s'ils avaient créé une sorte de radio, ils recevaient les journaux qui paraissaient à Chypre, et sur la base de ces journaux-là, et d'autres informations qu'ils recevaient d'Israël par des shlichim, par des émissaires, ils faisaient un journal qu'ils publiaient par l'intermédiaire, pas d'un haut-parleur, mais ils s'étaient créé une sorte d'entonnoir. Ils avaient fabriqué un haut-parleur, non pas électrique, non pas alimenté par l'électricité, mais un haut-parleur rudimentaire. Et alors, il y avait les nouvelles en yiddish, et puis il y avait les nouvelles en français, qui était la langue que les Juifs d'Afrique du Nord comprenaient pour la plupart.
Il avait une coopération étroite dans ce même, je me rappelle, ce même petit coin-là, d'où on a publié à 5 heures, alors ils allaient écouter les nouvelles, en yiddish et en français. J'ai signalé cela à cause de parce que ça démontre, dans la mesure où tu as une formation idéologique ou une formation quelconque, et alors tu es à l'abri des rivalités, des tensions sur la base d'origine. Et comment cela se passait-il justement avec les autres? J'imagine qu'il y avait des juifs religieux, qu'il y avait des juifs révisionnistes. Oui, il y avait. Les relations étaient des relations, chacun vivait à part. L'avantage des groupes qui étaient liés à des mouvements, c'est qu'ils ont su s'organiser facilement. Cette communauté de vie leur a permis de tenir le coup davantage, moralement. Et même physiquement, ils s'organisaient. Par exemple, un des premiers recevait 3 cigarettes par jour. Alors, ceux qui ne fumaient pas remettaient à la caisse commune les cigarettes. Encore une fois, des petits détails qui illustrent un petit peu cette vie de camp-là. Et alors, ils donnaient à leurs camarades qui fumaient, ils leur donnaient ces cigarettes. Quel était le moral des Mapilim dans les camps d'internement? Regarde, un des problèmes les plus difficiles, les plus pesants, dans un camp, c'est l'oisiveté. Alors, il y avait quelques camarades qui étaient engagés par les services, je dirais, de la communauté des Mapilim. Il y avait une direction, il y avait une alala, avec des réunions, et avec des travaux à faire, etc. Mais la plupart des camarades étaient oisifs. Maintenant, une des activités qui les occupait, c'est ce que le Palmar, la Haganah, le Palmar, a organisé, c'est de l'entraînement militaire. Pas naturellement avec des armes, quoi qu'ils aient eu également, ils ont réussi, je raconterai un peu plus tard cela, n'est-ce pas? C'est de l'entraînement militaire, paramilitaire. Alors c'est l'exercice, c'est l'usage du bâton, c'est le judo, etc. Ce sont naturellement la marche au pas. Et ces entraînements étaient autorisés par les Britanniques? Les Britanniques ne se mêlaient pas de ce qui se passait dedans. Je crois que c'est une politique de tout temps et de partout. Pour surmonter ces difficultés, les Mapilim, c'est dans une occupation, mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas une occupation pour des milliers ou pour des centaines ou pour tous. C'est une occupation pour des jeunes à qui on pouvait avoir confiance. Ils ont creusé des souterrains qui passaient par-dessous ces barrières de fil barbelé et qui débouchaient, disons, à 15 ou 20 mètres de l'autre côté. Alors il y avait à l'intérieur du camp une tente, ou 2 tentes, ou 3 tentes, qui étaient à longueur de journée surveillées. Et de là-bas, on pouvait se glisser dans ce souterrain et en rampant, arriver à la sortie. Alors j'ai été sollicité pour pouvoir, de vouloir sortir pour recevoir un chaliard qui devait entrer et pour camoufler la sortie également. Et alors j'ai emprunté naturellement ce souterrain. Et ce souterrain-là, il n'avait pas qu'un, il y avait plusieurs. Et plus d'une fois, la garde britannique, la garde anglaise, a découvert ce souterrain naturellement, elle les a détruits ou les a bouchés. Mais ils ont continué. Et peu tard, ces souterrains, on a réussi à faire fuir des Mapilim qu'on avait enterrés pour plusieurs raisons. Par exemple, des gens qui étaient dans les révoltes en Pologne, dans les révoltes des différents ghettos, à les faire fuir sur des voiliers, à les faire sortir d'Arras du camp par ces souterrains, et puis à les faire fuir par une seconde appala, par une seconde immigration clandestine, et à les faire arriver en Israël. Alors, une des charges que l'on m'a confiées, c'est de prendre, d'accompagner une de ces combattantes d'un ghetto, je crois le ghetto de Cracovie, de la mener du camp d'hiver qui se trouvait à l'intérieur du pays, de la descendre jusqu'au camp d'été, à une distance de 300 mètres, et là-bas, le chef du Palmar, sur place, l'a reçu et l'a fait entrer par ce souterrain d'où j'étais sorti. Est-ce que les Mapilim dans les camps de Chypre avaient la conviction qu'ils arriveraient un jour en Palestine? Oui.
Donc il s'y préparait activement. Il faut comprendre, le moral était bas. On n'avait pas très envie d'étudier cette oisiveté ronge, n'est-ce pas? On attendait la fin de chaque journée. Il n'y avait pas aussi beaucoup d'activités. Il n'était pas question de faire des séminaires. Puis les groupes n'étaient pas tous à même de suivre des cours théoriques. Il fallait être là avec eux. Une des activités que je tenais à faire, c'est, étant donné la condition matérielle de ces jeunes-là, je parle de mon groupe, moi, c'est le groupe dont je m'occupais, il y avait d'autres shlichim, il y avait d'autres émissaires venus d'Israël qui s'occupaient des Hongrois, des Polonais, etc., n'est-ce pas, selon les différents mouvements. Moi, je veillais à ce que chaque jeudi, je descendais en ville, j'allais au marché, et je leur apportais tout un panier de provisions. De façon à ce qu'ils aient un Shabbat, au moins, pas de la viande parce qu'ils mangeaient cachère, mais enfin, à leur apporter des pâtes, à leur apporter des légumes, etc. C'est une des choses qui me semblait capitale pour leur donner une impression, le sentiment qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient pas abandonnés. Moi, je faisais là-bas seulement 6 mois. Et à partir de quel moment vous êtes revenu en Eretz Israël? À partir du moment où je me suis rendu compte que je n'avais plus de souffle. Alors, cette idée que un kibbutz les attendait là-bas, ça veut dire qu'ils sont tous arrivés au kibbutz. Mais le fait qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un derrière eux, il y avait quelqu'un avec eux. Au bout de 6 mois, j'ai quitté Chypre. J'étais vanné. Cette vie de camp, cette atmosphère-là, était incontestablement déprimante, même pour un chaliach, avec tout le bagage qu'il avait, en tant que membre de kibbutz, en tant que conscient de la mission qu'il venait d'accomplir. Je suis retourné en Israël et alors, je dirais presque aussitôt, j'ai commencé à travailler dans les camps des migrants qui étaient déjà par milliers dans tout le pays, qui étaient arrivés en Israël d'une façon ou d'une autre, clandestinement ou pas clandestinement, à essayer de récupérer, d'inviter des jeunes à se joindre au kibbutz. Yitzhak Abrahami, vous êtes resté à Chypre pendant 6 mois et vous avez dû ensuite retourner au kibbutz. Mais combien de temps après votre départ, les internés sont-ils encore restés à Chypre? Ça varie, je pense qu'ils sont restés plusieurs mois encore. Mais seulement, le problème de la sortie des Mapilim a soulevé des difficultés terribles. Parce que, par exemple, les institutions en Israël avaient proposé que les femmes mariées avec un bébé, les conditions étaient très difficiles pour élever un bébé dans un camp de pareilles conditions, puissent quitter, sans attendre leur tour, puissent quitter Chypre, naturellement avec leur mari. Et alors, les immigrants qui étaient arrivés avant d'autres exigeaient que celui qui arrive le premier sort le premier. Alors ça soulevait des difficultés même je dirais des révoltes, je dirais presque des émeutes. Par exemple, je me rappelle, quand ils ont refusé de donner à Golda Meir d'entrer dans le camp, quand ils ont refusé aux délégués de l'agence juive de rentrer dans les camps. Et alors il y avait à chaque entrée, à chaque porte de camp, où le garde britannique, le soldat britannique, lui veillait à ce qu'on ne sorte pas de là-bas, regardait ça d'un œil froid, je dirais presque indifférent, ou avec curiosité. Vous voyez que les délégués officiels des institutions, il n'y avait pas de gouvernement encore en 47-48, c'est seulement Tachar, c'est seulement le 15 mai qu'il y a eu l'État d'Israël, pas été proclamé l'État d'Israël, ne laissaient pas entrer. Et alors, un détail curieux, ils ne laissaient pas entrer également les émissaires, qui étaient en titre les délégués, les représentants de l'agence juive. Et moi, je me suis présenté, je ne savais pas, j'étais dehors, je me suis présenté à une des portes, et on n'a pas voulu me laisser entrer. Alors arrive parmi les gardes, les grévistes, ou les émeutiers, un de mes camarades, je crois que c'était Meir Haïdan précisément, quelqu'un qui était là-bas, il a dit, ça c'est un de chez nous, des Nord-Africains, il faut le laisser passer. Plus de 40 ans après, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période? C'était une épreuve difficile. Difficile
plutôt essentiellement psychologiquement. Déjà là-bas, à Chypre, s'est révélé le heurt fondamental qu'il y a entre juifs ashkénazes et juifs orientaux, juifs séfarades, ce qu'on appelle d'une façon générale. En tout cas, je crois que l'expérience de Chypre a révélé déjà le problème des ethnies, le problème des antagonismes qui peut exister sur la base de différences culturelles, de différences socio-économiques. Et je pense que ce problème existe jusqu'à ce jour. Et on essaye, pas toujours avec succès en tout cas. Et le problème sur le terrain, dans la réalité, existe encore. Yitzhak Avrahami, merci d'avoir fait revivre pour nous l'époque des camps d'internement de Chypre. Ces camps se sont vite avérés trop exigus. Et c'est aussi la tactique de l'organisation de l'immigration clandestine que de les submerger, pour obliger les Anglais à accepter des immigrants dans ce qui allait devenir moins de 2 ans plus tard l'État d'Israël. Dans ce but, l'organisation essaie toujours d'augmenter le nombre des passagers par bateau, et c'est ce qui la poussera à affréter un bateau qui contiendra plus de 5000 personnes. Ce bateau, vous le connaissez tous, puisqu'il s'agit de l'Exodus. C'est parce qu'il est resté le symbole de la lutte des Juifs contre le blocus britannique que nous avons voulu lui consacrer 3 émissions. À partir de demain, nous vous raconterons donc, en compagnie du journaliste Jacques de Rogy, la fabuleuse histoire de l'Exodus.